Le ciel du soir sur la petite ville de Valenciennes commençait à rougir, annonçant une pluie imminente. Le bruit des voitures se mêlait aux cris des vendeurs ambulants, qui s'empressaient de fermer leurs étals. Au milieu de cette agitation, une jeune fille en vêtements de lycéenne marchait rapidement sur le trottoir, portant un sac usé dont le coin était légèrement déchiré. Elle s'appelait Léa Dubois, élève en classe de première au lycée public de la ville. Elle n'avait que 17 ans, mais le fardeau de sa vie était déjà bien plus lourd que celui de ses camarades. Son père était décédé 1 an plus tôt dans un accident de travail sur un chantier, et sa mère travaillait comme couturière à domicile. Léa aidait souvent sa mère après les cours en vendant des gâteaux maison devant la gare routière. Cet après-midi-là, la pluie se mit à tomber soudainement. Léa courut pour traverser la rue, cherchant un abri. Elle venait de couvrir son sac d'un plastique lorsqu'un coup de sifflet strident retentit depuis le poste de gendarmerie au bord de la route. « Hé, toi! Arrête-toi !» cria quelqu'un depuis l'intérieur. Léa se retourna. Un homme en uniforme de gendarme sortit. Grand, massif, le visage dur et une épaisse moustache couvrant sa lèvre supérieure. C'était l'adjudant Marc Fournier. Il était connu dans les environs comme un gendarme sévère qui cherchait la petite bête. Beaucoup de gens l'évitaient car il était réputé pour souvent demander des « arrangements » sur la route. « Oui, mon adjudant ?» Demanda pálidamente Léa. L'adjudant Fournier jeta un œil à ses papiers puis à une vieille mobilette garée sur le trottoir non loin de là. « C'est à qui, ça ?» demanda-t-il sèchement. « C'est la mienne, monsieur. C'était celle de feu mon père. Je veux juste rentrer, il pleut. » Le gendarme se frotta le menton. « Cette mobilette, l'assurance n'est pas à jour, n'est-ce pas? Montrez-moi la carte grise. » Léa devint nerveuse. Elle savait que l'assurance était périmée, mais sa famille n'avait vraiment pas l'argent pour la renouveler. « Excusez-moi, mon adjudant. Je n'ai pas encore eu le temps de la renouveler. Mais dès que ma mère aura l'argent. Je ne peux pas. C'est une infraction. » Le ton de Fournier était dur. « Tu connais le règlement, non? Je dois saisir la mobilette. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je veux juste rentrer. Demain, je pourrai m'en occuper, supplia-t-elle. Sa voix était presque couverte par le bruit de la pluie. L'adjudant Fournier la dévisagea longuement. Si tu ne veux pas que je la saisisse, tu dois payer sur le champ. 100 € suffiront. Léa le regarda avec des yeux écarquillés. 100 €? Je n'ai pas cette somme. Je n'ai que 5 € sur moi pour le bus. Le gendarme eut un sourire en coin. Eh bien, si tu ne peux pas payer, je prends ta mobilette. Ou alors. Il se rapprocha, baissant la voix. Tu viens avec moi au poste. On va discuter tranquillement. Léa recula d'un pas, son instinct en alerte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Fournier eut un petit rire. Ne fais pas l'innocente. Si tu peux m'aider un peu ce soir, je pourrais peut-être t'aider aussi. Le visage de Léa devint blême. Elle comprit où il voulait en venir et son cœur se mit à battre la chamade. Elle tenta de se détourner pour partir, mais la main de Fournier fut plus rapide. Il lui attrapa violemment le poignet. « Lâchez-moi. Je veux rentrer. » cria-t-elle, effrayée. « Silence. Aboya Fournier. » Tu te rebelles contre un agent? Quelques personnes virent la scène de loin, mais à cause de la pluie battante et de l'obscurité relative du poste, peu osèrent s'approcher. Les gens connaissaient la réputation de l'adjudant Fournier. Quiconque s'opposait à lui finissait généralement par avoir encore plus de problèmes à l'intérieur du poste. La lumière blafarde du néon clignotait. Léa fut tirée à l'intérieur, le corps tremblant. Fournier jeta son imperméable sur une chaise, puis fixa la jeune fille de ses yeux perçants. « Tu préfères que je rédige un rapport ou qu'on règle ça rapidement ?» Sa voix était lourde. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur, » murmura Léa. Fournier s'approcha, frappant la table. « Pas d'excuses. Tu n'as pas payé ton assurance, tu t'es opposé à un agent et tu as été insolente. J'ai assez de motifs pour te garder ici toute la nuit. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Léa. Elle savait que si elle résistait, son sort pourrait être pire. Mais elle ne voulait pas non plus céder si facilement. « Je vous en supplie, monsieur. Donnez-moi 2 jours. Je promets que je paierai l'assurance. » Le gendarme se contenta de rire. « Les promesses ne paient pas l'essence, petite. » Soudain, il donna un coup de pied dans une chaise, la faisant tomber, ce qui fit sursauter Léa. Il la saisit plus fermement, tirant sur le col de sa veste de lycée. « Tu crois que je plaisante ?» Les sanglots de Léa redoublèrent. « S'il vous plaît, ne soyez pas violent.
Mais il n'y avait aucune pitié dans les yeux de l'homme. Il la poussa contre le mur d'un ton menaçant. « Tu dois savoir où est ta place. Ce monde est dur. Si tu n'as pas d'argent, ne joue pas les saintes nitouches avec moi. » Quelques minutes plus tard, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Un jeune homme, portant une veste de livreur à scooter, courut vers le poste. « Mon adjudant Fournier !» cria-t-il. Fournier lâcha instantanément Léa et se retourna. « Quoi ? Il y a des gens qui demandent de l'aide devant le café de Madame Martin. On dit qu'il y a eu un petit accident, un scooter est tombé dans le fossé. » Fournier roula des yeux, agacé. Merde, toujours en train de déranger les gens qui travaillent. Il prit sa casquette et sortit, jetant un dernier regard froid à Léa. « Tu m'attends ici. Ne bouge pas. Si tu t'enfuis, je viendrai te chercher chez toi. » Dès qu'il fut parti, Léa s'effondra sur le sol. Son corps était faible. Elle serra son sac contre elle, retenant ses sanglots. Ses pensées étaient confuses, partagées entre la peur et la colère. Elle savait que si cet homme revenait, elle ne savait pas ce qui pourrait arriver. Sans réfléchir davantage, elle sortit en courant du poste, bravant la pluie battante. Sa vieille mobilette était toujours là, mais les clés avaient été retirées. Elle n'eut d'autre choix que de l'abandonner. Trempée jusqu'aux os, elle parcourut les 2 kilomètres qui la séparaient de sa petite maison en périphérie de la ville. Sa mère, Madame Sophie Dubois, l'attendait avec anxiété. « Léa, pourquoi es-tu si en retard ? Tu es trempée. » Léa ne répondit pas immédiatement. Elle serra sa mère dans ses bras et pleura à chaudes larmes. Il lui fallut plusieurs minutes avant de pouvoir raconter son histoire. En entendant le récit, le visage de Madame Dubois s'empourpra. « Mon Dieu ! Quelle sorte de gendarme est-ce ? Il n'a aucune pitié. » Mais derrière sa colère, il y avait aussi de la peur. Elle savait combien il était difficile de s'opposer aux forces de l'ordre dans une petite ville comme celle-ci. Si elle faisait un faux pas, leur vie pourrait devenir encore plus difficile. Madame Dubois prit finalement une profonde inspiration. « C'est bon, ma chérie. Demain, j'irai à la gendarmerie. Je leur parlerai calmement. Il y a peut-être encore des gendarmes honnêtes. » Léa hocha doucement la tête, mais au fond d'elle, le traumatisme était déjà ancré. Elle ne pouvait oublier le regard menaçant de Fournier. Cette nuit-là, la pluie ne cessa pas. Le vent faisait claquer le rideau usé de leur petite chambre. Léa resta éveillée, regardant le plafond qui fuyait goutte à goutte. Elle ne savait pas qu'à partir de cette nuit, sa vie allait totalement changer. Que sa véritable identité et celle de sa famille d'autrefois seraient bientôt révélées d'une manière inattendue. Pendant ce temps, ailleurs, dans une grande maison à Lille, un homme de haut rang de l'armée de terre ouvrait un dossier sur son bureau. Il s'appelait colonel Philippe Lefebvre. Dans sa main, il tenait la vieille photo d'une petite fille aux cheveux longs, et au dos de la photo était écrit un nom, Léa Dubois. Il regarda la photo longuement puis dit doucement à son aide de camp, « Retrouvez cet enfant. Je pense qu'elle doit être grande maintenant. Et c'est ma petite fille. » La pluie cessa à l'approche de l'aube. Au poste de gendarmerie désert, l'adjudant Fournier revenait à peine, ses vêtements trempés. Il jura tout bas, en voyant la vieille mobilette de Léa toujours garée là. Il sourit d'un air mauvais. « Demain matin, si cette gamine revient, je m'assurerai qu'elle n'oublie jamais qui commande ici, » marmonna-t-il en allumant une cigarette. Il ne savait pas que ses actes de la nuit dernière seraient le début de sa propre chute. Ce matin-là, le soleil apparaissait à peine derrière la colline. Mais l'atmosphère dans la maison de Léa était lourde. Madame Dubois était assise dans le salon, les yeux rougis. Pendant ce temps, Léa préparait ses affaires de cour d'une main tremblante. Elle ne voulait pas aller au lycée, mais sa mère insistait. « Ne laisse pas quelqu'un comme lui te faire peur, » dit doucement Madame Dubois. « Nous n'avons rien fait de mal. » Léa acquiesça lentement, bien que son cœur ne soit pas apaisé. Elle pouvait encore sentir la main rugueuse du gendarme sur son poignet et l'odeur de tabac de son uniforme qui lui piquait le nez. Chaque fois qu'elle y repensait, son cœur battait la chamade. Mais elle savait qu'elle devait continuer. Dehors, la rue commençait à s'animer. Des écoliers passaient en riant joyeusement, comme si le monde n'avait aucun problème. Léa ne pouvait que les regarder de loin, se sentant étrangère à ce bonheur simple. Au coin de la rue, un homme d'âge moyen se tenait près d'un café-tabac. Il portait une chemise marron et une casquette. Son regard suivait discrètement les pas de Léa. Dans sa main, il tenait la même petite photo que celle que tenait le colonel Lefebvre la nuit précédente. Cet homme était le sergent Daniel Sanson, l'aide de camp de Lefebvre, envoyé pour retrouver Léa discrètement.
Mon Dieu, c'est bien elle, murmura-t-il. Il prit une photo de Léa de loin, puis envoya un court message. Colonel, je l'ai retrouvée. Elle vit très modestement. Je vais l'observer pour l'instant. Le colonel Lefebvre, qui se trouvait à la caserne, reçut le message. Son visage sévère s'adoucit lentement. Enfin, dit-il à voix basse. Ma petite fille que je cherche depuis si longtemps. Pendant ce temps, à la gendarmerie de la petite ville, l'ambiance matinale semblait normale. Quelques agents s'occupaient des rapports. L'adjudant Fournier était assis nonchalamment dans un coin, sirotant son café et faisant défiler son téléphone. Sur l'écran, il y avait un message d'un collègue gendarme d'une autre région. Mec, fais gaffe. J'ai entendu dire qu'une équipe de l'IGGN, l'inspection générale, tourne pour enquêter sur les affaires de raquettes. Fournier répondit par un petit rire. Laisse-les venir. Je suis couvert. Et puis, qui oserait ouvrir sa bouche ici? Répondit-il en glissant son téléphone dans sa poche. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Une femme entra, le visage déterminé, portant un foulard bleu clair. Elle tenait une chemise jaune à la main. C'était Madame Dubois. Bonjour, messieurs, dit-elle poliment. Je voudrais parler au sujet de ma fille, Léa Dubois. Il paraît que sa mobilette a été saisie par l'un de vos agents. Le silence se fit dans la pièce. Fournier, assis dans son coin, se tourna. Son visage changea immédiatement. Il toisa Madame Dubois de la tête aux pieds, puis se leva avec un sourire cynique. Ah, c'est la mère de la petite d'hier? Dit-il. Je vous ai déjà dit que la mobilette était saisie pour défaut d'assurance et rébellion contre un agent. Ma fille ne s'est pas rebellée, rétorqua spontanément Madame Dubois. C'est une gentille fille. Même si elle a commis une faute, elle aurait dû recevoir une contravention, pas être intimidée de la sorte. Fournier plissa les yeux. Madame, faites attention à ce que vous dites. Ici, c'est la gendarmerie, pas le marché. Si vous voulez protester, apportez des preuves. N'accusez pas sans fondement. Madame Dubois serra sa chemise. Je sais que vous avez gardé sa mobilette et que vous lui avez demandé 100 €. Je n'ai pas de preuves, mais je ne me tairai pas. La tension monta dans la pièce. Quelques jeunes gendarmes présents se regardèrent. Ils connaissaient le caractère de Fournier, mais n'osaient rien dire. Seul l'un d'entre eux, un jeune gendarme nommé Julien Renard, semblait mal à l'aise. Fournier eut un rire froid. Une demande d'argent? N'inventez pas d'histoire, madame. Je suis un agent de la loi. Si vous me diffamez, je peux porter plainte contre vous. Le visage de Madame Dubois pâlit, mais elle soutint son regard sans faiblir. Allez-y, monsieur. Mais je vais aussi porter plainte à la gendarmerie départementale. S'il n'y a pas de justice ici, peut-être qu'il y en a encore ailleurs. Fournier retint sa colère. Ça suffit, madame. Sortez avant que je ne vous arrête pour entrave au travail des forces de l'ordre. Madame Dubois baissa la tête, retenant ses larmes, puis sortit d'un pas chancelant. Renard, qui était resté silencieux, la regarda partir, le cœur battant. Il savait que Madame Dubois disait la vérité. Il avait aussi entendu des rumeurs sur Fournier, qui demandait souvent de l'argent aux gens modestes. Dès que Madame Dubois fut partie, Fournier s'approcha de Renard. Tu vois? C'est comme ça les pauvres. Ça pleure pour un rien, ça dépose plainte pour un rien, mais au final, ça se tait si on leur met la pression. Renard répondit seulement, oui, mon adjudant. Mais au fond de lui, il pensait autre chose. Si on laisse faire ça, la loi ne sera jamais respectée ici. Au lycée, Léa essayait de se calmer. Ses amis, surtout Sarah, sa meilleure amie, tentaient de la réconforter. Léa, si ce gendarme a vraiment été violent, tu dois en parler au proviseur. Ne reste pas silencieuse. Léa secoua la tête. Non, Sarah. Je veux juste que tout ça se termine vite. J'ai peur de causer encore plus de problèmes à maman. Cependant, dans l'après-midi, la nouvelle de l'incident commença à circuler discrètement parmi les élèves. Certains l'avaient entendu directement des habitants près du poste. D'autres enjolivaient l'histoire. Certains pensaient même que Léa avait été arrêtée pour avoir volé une mobilette. Elle garda la tête baissée toute la journée, honteuse et effrayée. En rentrant, Sarah lui prit la main. « Je te raccompagne. » Léa sourit faiblement. « Merci. Mais je veux d'abord passer au poste. Je veux essayer de récupérer la mobilette si possible. » Sarah la regarda, inquiète. « Toute seule? » « Oui. Je veux juste essayer de parler gentiment. » Cet après-midi-là,
le ciel redevint menaçant. Au même poste de gendarmerie, Fournier était assis, fumant une cigarette tout en comptant de l'argent dans un petit tiroir. Léa arriva doucement, tenant une petite enveloppe contenant les économies de sa mère. « Bonjour, mon adjudant », salua-t-elle à voix basse. Fournier se tourna, puis sourit narquoisement. « Oh, te revoilà. Tu apportes l'argent ? » ?»« Oui, monsieur. Mais je n'ai que 80 €. C'est possible ? Je promets le reste la semaine prochaine. » Fournier se leva et s'approcha, regardant Léa de près. « Tu me prends pour un marchand de tapis ? Ce n'est pas une négociation. Si tu veux récupérer ta mobilette, tu sais comment faire. » Son regard était le même que la nuit précédente. Sombre et effrayant. Léa recula d'un pas. « J'ai apporté de l'argent, monsieur. S'il vous plaît, ne. » Fournier eut un petit rire. « Si peu d'argent, c'est dérisoire. Mais tu peux toujours payer d'une autre manière. » Sa main se tendit, essayant de toucher le menton de la jeune fille. Mais soudain, une voix grave retentit depuis l'entrée du poste. « Lâchez-la, adjudant. » Fournier fut surpris. Devant la porte se tenait Renard, le visage sévère et un téléphone à la main. « J'ai tout enregistré depuis le début. Toutes vos paroles sont sur la vidéo. » Le visage de Fournier devint livide. « Tu es fou ? Tu veux te faire virer ?» Renard le regarda froidement. « J'en ai assez de votre façon de traiter les gens modestes ici. » Fournier s'avança pour tenter de lui arracher le téléphone. Une bousculade violente s'ensuivit. Léa, surprise, cria à l'aide. Dehors, quelques passants qui se trouvaient là commencèrent à s'approcher en entendant le bruit. Fournier, paniqué, frappa Renard qui tomba, puis attrapa son téléphone et le jeta au sol. Mais les passants étaient déjà entrés, certains filmant avec leur propre téléphone. « Monsieur, pourquoi des gendarmes se battent ?» cria quelqu'un. Dans la confusion, Léa sortit en courant, le visage couvert de larmes. Mais elle n'alla pas loin. Elle vit quelqu'un qui l'attendait de l'autre côté de la rue. Le sergent Sanson. « Léa Dubois ?» demanda l'homme doucement. « N'ayez pas peur. Je viens de Lille. Je suis ici sur ordre de votre famille. » Léa resta figée. « Ma famille ?» Sanson hocha la tête. « Votre grand-père, le colonel Philippe Lefebvre, vous cherche depuis tout ce temps. Il vient seulement d'apprendre que vous étiez sa petite-fille. » Léa était abasourdie. Le monde semblait s'être arrêté. Elle n'avait jamais su que son père était le fils d'un officier supérieur. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Sa voix était à peine audible. C'est une longue histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Nous allons vous aider, vous et votre mère. Cette nuit-là, la nouvelle de l'incident au petit poste de gendarmerie commença à se répandre via les réseaux sociaux des habitants. L'enregistrement de Renard et ceux de quelques témoins circulèrent sur les groupes WhatsApp. Dans la vidéo, on voyait clairement comment l'adjudant Fournier se comportait brutalement et tentait d'extorquer de l'argent à Léa. Les commentaires affluèrent. Enfin, son comportement est démasqué. Pauvre gamine, encore au lycée. Espérons qu'elle obtienne justice. Le lendemain, une équipe de l'IGGN, Inspection générale de la Gendarmerie nationale, arriva directement à la gendarmerie. L'adjudant Fournier fut convoqué pour interrogatoire. Son visage était tendu, mais il essayait encore de se défendre. « C'est juste un malentendu, messieurs. C'est cette fille qui m'a provoqué. » Cependant, toutes les preuves étaient déjà trop accablantes. Renard remit l'enregistrement complet depuis son téléphone de secours, et plusieurs habitants témoignèrent également. En peu de temps, l'affaire attira l'attention du public dans la région. Chez elle, Léa était assise avec sa mère et le sergent Sanson. Sur la table, il y avait une lettre officielle à en-tête de l'armée de terre, au nom du colonel Philippe Lefebvre. Invitation pour mademoiselle Léa et madame Sophie Dubois à se rendre à Lille pour rencontrer la famille. Madame Dubois lut la lettre, les larmes aux yeux. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais su que mon défunt mari était le fils d'un colonel. Il n'en a jamais parlé. Sanson sourit chaleureusement. Il voulait juste vivre simplement, madame. Mais le colonel regrette de ne pas avoir pu retrouver son fils avant sa mort. Léa baissa la tête, le cœur partagé. Elle n'arrivait toujours pas à croire que sa vie ordinaire et pleine de difficultés croisait soudainement celle d'une personne haut placée dans ce pays. Mais derrière ce choc, une chose était certaine. Cette nuit sombre au poste de gendarmerie avait tout changé. Et pour l'adjudant Fournier, l'ombre de ses propres actes commençait à le rattraper. Lentement mais sûrement.
3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au poste. La petite ville de Valenciennes était soudainement en émoi. La vidéo de Fournier intimidant Léa continuait de circuler sur les réseaux sociaux et les groupes locaux. Certains médias locaux titrèrent même « Un gendarme soupçonné d'extorsion sur une lycéenne, l'IGGN enquête ». Pour beaucoup, ce n'était qu'un fait divers. Mais pour Fournier, c'était le début de la ruine de sa vie. Dans la salle d'interrogatoire de la gendarmerie départementale, Fournier était assis, le visage tendu. En face de lui, un officier de l'IGGN regardait le dossier d'un air neutre. « Adjudant Marc Fournier », dit l'officier lentement. « Dans ce rapport, il est mentionné que vous avez demandé de l'argent à une citoyenne nommée Léa Dubois, et que vous avez même eu un comportement inapproprié au poste. Vous niez ?» Fournier tenta un sourire crispé. « Tout cela est un malentendu, mon commandant. C'est cette fille qui m'accuse sans preuve. La vidéo n'est qu'un extrait, elle ne montre pas la réalité. » L'officier posa le dossier et le regarda fixement. « Nous avons obtenu l'enregistrement complet du gendarme Renard et de plusieurs témoins. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous connaissez les conséquences. » Le visage de Fournier devint blême. « Mon commandant, cela fait 12 ans que je sers. Je vous en prie, ne me condamnez pas si vite. J'ai une famille. Si vous pensiez à votre famille, vous n'auriez pas dû déshonorer cet uniforme, » répondit froidement l'officier. « Nous envoyons ce rapport à la direction générale. En attendant, vous êtes suspendu de vos fonctions. » Fournier frappa violemment la table. « C'est injuste. Tout le monde ici sait que les petits arrangements sont courants. Pourquoi suis-je le seul à payer ?» Le silence se fit dans la pièce. L'officier de l'IGGN le regarda durement. « Parce que vous vous êtes fait prendre. » Ce mot le frappa comme un marteau. Fournier se tut puis baissa la tête. Il réalisait que ce n'était plus une petite affaire. Sa réputation était détruite et sa carrière presque certainement terminée. Pendant ce temps, chez Léa, l'ambiance s'était inversée. Le sergent Sanson vint les chercher avec une voiture de service. Ce jour-là, il devait conduire Léa et Madame Dubois à Lille pour rencontrer le colonel Lefebvre. Léa portait une robe simple bleu clair. Son visage semblait encore fatigué, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Sa mère la regardait, les larmes aux yeux. « Ton père doit être heureux là-haut, » murmura Madame Dubois. « Tu vas enfin rencontrer ton grand-père. » La voiture roula à travers les champs et les villages. L'air frais entrait par la fenêtre légèrement ouverte. Léa regardait dehors, contemplant l'étendue verte qui ressemblait à un nouveau chapitre de sa vie. Après 2 heures de route, ils arrivèrent devant une grande maison blanche dans un quartier résidentiel de Lille. Le jardin était vaste, avec un drapeau français flottant fièrement devant. Un homme âgé en chemise sortit sur la terrasse. Le colonel Philippe Lefebvre. Dès qu'il vit Léa descendre de la voiture, il s'arrêta. Ses yeux s'embuèrent. Il s'approcha lentement. « Léa », sa voix tremblait. « Tu ressembles tellement à ton père quand il était petit. » Léa s'inclina respectueusement. Ses larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Je viens seulement de l'apprendre, grand-père. » Lefebvre la serra fort dans ses bras. « Pardonne-moi, ma petite. J'ai mis si longtemps à te retrouver. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus de rien. » Madame Dubois s'inclina également, émue. Une atmosphère chaleureuse emplit le jardin. Cependant, derrière toute cette émotion, il y avait encore une blessure qui n'était pas complètement guérie dans le cœur de Léa. L'ombre du poste de gendarmerie et le son des menaces hantaient encore souvent ses nuits. Le soir même, à la caserne où Lefebvre servait comme conseiller senior, un jeune officier apporta un dossier. « Mon colonel, voici les informations complètes sur l'affaire de votre petite fille à Valenciennes. L'IGGN s'en occupe. L'individu nommé adjudant Marc Fournier est en cours d'interrogatoire. » Lefebvre lut rapidement, son visage se durcissant. « Une personne comme ça n'est pas digne de porter l'uniforme. Je veux m'assurer qu'il ne pourra plus jamais intimider qui que ce soit. » L'officier acquiesça. « Bien, mon colonel. Nous avons également coordonné avec la gendarmerie départementale pour une surveillance accrue. » Lefebvre regarda par la fenêtre. « La justice ne doit pas s'arrêter à un rapport. Assurez-vous qu'ils subissent les conséquences de ses actes. » Cette nuit-là, Fournier était assis seul dans son modeste salon. Le petit logement de fonction semblait plus sombre que d'habitude. Sa femme, Manon, était assise en face, le visage en colère et les yeux gonflés. « Alors, tout est vrai ?» demanda Manon à voix basse.
Tu as demandé de l'argent à cette lycéenne? Et tu as même failli. Tais-toi. Aboya Fournier. Comment tu sais ça? Tout le monde dans la caserne le sait. Ta vidéo est sur Internet. Les enfants à l'école commentent, les gens du quartier se moquent de nous. Tu t'en rends compte, Marc? Notre fils ne veut plus aller à l'école parce qu'il a honte. Fournier baissa la tête, silencieux. Les pleurs de son fils venaient de la chambre. Manon se leva, prit un sac et dit doucement, « Je ne sais pas en quoi tu t'es transformé, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui fait du mal à l'enfant d'un autre. » Elle sortit, laissant Fournier seul. La pluie se remit à tomber dehors. Fournier s'assit sur la vieille chaise, fixant le sol vide, puis frappa la table de son poing tremblant. « Tout ça, c'est à cause de cette gamine, » marmonna-t-il. « C'est elle qui a détruit ma vie. » Cependant, au fond de lui, quelque chose vibrait. La culpabilité qu'il avait si longtemps refoulée commençait à émerger. Il se souvint du visage de Léa cette nuit-là, de ses larmes, de sa peur. Pour la première fois, Fournier se sentit dégoûté de lui-même. Quelques jours plus tard, l'IGGN annonça officiellement que Fournier était reconnu coupable de faute grave. Il fut révoqué de la gendarmerie sans pension. La nouvelle fut diffusée dans les médias locaux et repartagée dans les groupes d'habitants. Le gendarme arrogant officiellement révoqué. La victime lycéenne sous protection spéciale. Le public poussa un soupir de soulagement. Mais pour Fournier, c'était la fin de tout. Le logement de fonction devait être vidé. Il vendit sa voiture et alla loger chez son frère en banlieue. Plus personne ne voulait lui parler. Au café, les gens chuchotaient quand il passait. C'est triste, mais c'est mérité. Le karma est rapide. Ces phrases tournaient en boucle dans sa tête. Un soir, alors qu'il était assis devant la maison avec une bouteille d'eau à la main, Fournier regarda la rue vide et murmura. « Avant, je pensais que l'argent pouvait tout acheter. Maintenant, je sais que le prix de la tranquillité est bien plus élevé que tout ce que j'ai pu prendre. » Il prit une profonde inspiration, les yeux humides. « C'est peut-être la punition que je mérite. » De l'autre côté, la vie de Léa commençait à changer. Elle et sa mère vivaient temporairement chez le colonel Lefebvre à Lille. Elle fut admise dans un lycée réputé de la ville avec l'aide de son grand-père. Mais bien que sa vie s'améliore, Léa restait humble. Un après-midi, elle était assise sur la terrasse, regardant le jardin avec une tasse de thé. Le colonel Lefebvre vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu te plais ici, ma petite ?» Léa sourit. « Oui, grand-père. C'est juste. Très différent. Parfois, j'ai l'impression que c'est un rêve. » « Ce n'est pas un rêve, » dit Lefebvre en lui posant la main sur l'épaule. « C'est ta vie, maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. » L'affaire Fournier fut jugée rapidement. En plus de sa révocation, il fut condamné à une peine de prison avec sursis et à une lourde amende pour extorsion et abus d'autorité. Le gendarme Renard, quant à lui, fut félicité pour son courage et muté dans une meilleure unité. Quelques mois plus tard, la vie avait repris son cours. Léa s'était bien adaptée à sa nouvelle école. Un week-end, elle demanda au sergent Sanson de la reconduire à Valenciennes. « Je dois faire quelque chose, » dit-elle simplement. Ils retournèrent au marché près de son ancienne maison. Elle vit Fournier, assis sur un banc public, l'air hagard, bien plus vieux que dans son souvenir. Il triait de vieux journaux pour les vendre. Léa approcha lentament. Fournier leva les yeux, la reconnut et voulut se lever pour fuir, honteux. « Attendez, » dit doucement Léa. Il y eut un long silence. Léa sortit quelque chose de son sac, un sandwich et une bouteille d'eau. « Tenez, monsieur. » « Pour votre déjeuner. » Fournier la regarda, confus, puis accepta lentement. Des larmes coulèrent silencieusement. « Tu m'aides encore? Après tout ce que je t'ai fait ?» Léa eut un sourire triste. « Je ne veux juste pas ajouter de la haine à ma vie. Vous avez déjà été puni par la vie. » Fournier la regarda longuement, puis baissa profondément la tête. « Merci, petite. J'espère que Dieu me pardonnera. » Léa leva les yeux vers le ciel qui commençait à devenir orangé, puis s'éloigna. Derrière elle, Fournier restait debout, le sandwich à la main, regardant le dos de la jeune fille qu'il avait voulu détruire, mais qui venait de lui donner une leçon d'humanité et de pardon. Dans la voiture, Madame Dubois, qui attendait sur le siège avant, regarda sa fille dans le rétroviseur. « Tu es sûre d'avoir pardonné, ma chérie? » Léa sourit doucement. « Oui, maman. Parce que si je continue à nourrir de la rancune, je ne guérirai jamais vraiment. » Madame Dubois regarda le ciel, ses propres larmes coulant doucement.
Tu es vraiment une enfant exceptionnelle. La voiture s'éloigna lentement, dépassant le marché qui commençait à se vider. Le ciel vira à l'orange doré. Et au bout de la rue, le soleil se coucha lentement, marquant la fin d'un chapitre sombre de leur vie, mais pas la fin de tout.